Merci, monsieur le professeur, pour cette présentation. Et vous venez de l'écouter, cette maison a une signification particulière pour moi. Donc je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité et l'honneur de concourir à cette belle deux journées. Vous l'avez vu, mon thème parle de la sécurisation des détroits en temps de crise. Avant toute chose, on peut se demander pourquoi parler de sécurisation des détroits. La réponse, je dirais, lapidaire serait rapidement de dire, d'une part, pour respecter une obligation cruciale, qui est celle, d'une part, la sécurité et la sûreté de la navigation maritime, mais en même temps, la sécurité et la sûreté des États riverains. Alors, ces deux objectifs ont en quelque sorte été regroupés dans l'article 31 alinéa 1 de la Convention de Montego Bay, qui nous dit que dans l'exercice de leurs droits de passage, les navires et aéronefs s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou encore l'indépendance politique des États riverains du détroit ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncé dans la Charte des Nations Unies. La décision paraît plutôt claire, mais à mon sens, aujourd'hui, elle n'est plus adaptée parce que depuis hier et depuis ce matin aussi, on l'a suffisamment vu. Euh, de plus en plus, ce sont des troubles, ce sont des problèmes de la terre qui vont se répercuter en mer, notamment dans les détroits. Le cas d'actualité, c'est soit Hormuz, soit les outils. Donc, pour parler de sécurisation des détroits, il faut aussi parler des risques ou alors de la crise. Parce que la crise doit pouvoir être entendue dans son sens le plus large possible pour être fidèle à la réalité sur le terrain. Parce que dans les détroits, on peut avoir une crise qui est constitutive de la menace terroriste. Vous vous souvenez sans doute de l'attentat contre le destroyer américain USS Cole le 12 octobre 2000 pendant qu'il était en avitaillement au large du port de Yémen. 2 ans plus tard, on a eu la fameuse attaque contre le pétrolier français, le Limbourg. La crise dans les détroits peut aussi être constitutive d'une menace environnementale. Et hier, Madame Maudit Delfour a largement développé le sujet. Si on prend le cas du détroit d'Ormuz, qui représente à lui seul le vol de passage d'environ 20 000 pétroliers à l'année, soit un quart du transport mondial de pétrole, ou alors 20% du tonnage de gaz. Si on imagine qu'un tel navire, l'un de ces navires, subit une attaque et coule et déverse sa cargaison, on est d'accord que la conséquence sur le plan environnemental sera catastrophique. Les détroits peuvent aussi subir une crise de piraterie. Bon, on en a parlé, et ben, je tiens quand même à rappeler que ce n'est pas très loin de nous parce que l'année dernière, si je prends le cas du détroit de Malacca et celui de Singapour, ces deux détroits réunis ont subi pas moins de 85 attaques pirates. Donc, ce n'est pas négligeable. La crise des détroits peut aussi être économique parce que si un détroit est engorgé pour des raisons quelconques, il y aura fortement ralentissement de la navigation, un impact dans la livraison des marchandises éventuellement, et parfois un seul incident, je dirais, peut regrouper tous les précédentes conséquences que je viens d'énumérer. Je m'explique. Si on prend un exemple comme le Ever Given, un navire aussi grand, qui est attaqué dans un détroit et il coule, on peut avoir avec ce cas le ralentissement de la navigation qui va obliger soit l'attente des navires qui venaient derrière lui, soit un déroutement. Il peut y avoir pollution. Il va y avoir forcément des conséquences astronomiques sur le plan financier. Donc en gros, c'est un peu ça l'idée que j'aimerais qu'on ait de la crise des détroits. Et puis il y a les troupes civiles, j'y reviens pas, on en a parlé suffisamment. Alors, la sécurisation des détroits. On peut dire que dans un premier temps, cela incombe aux États riverains. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit l'article 34 de la Convention de Montego Bay, qui dispose que
Les États riverains des détroits exercent leur souveraineté ou leur juridiction sur ces eaux, les fonds marins correspondants et leur sous-sol, ainsi que sur l'espace aérien surjacent. Plus loin, l'article 41 de la Convention de Montego Bay précise aussi que les États riverains des détroits peuvent, lorsque la sécurité des navires dans les détroits l'exige, désigner des voies de circulation et prescrire des dispositifs de séparation de trafic. Bon, bien sûr, ce n'est pas un blanc-seing donné aux États. Ils doivent quand même respecter un certain nombre de contraintes quand ils doivent proposer des voies de contournement. Alors, pour sécuriser les détroits, je regarde la montre parce que je veux bien respecter le temps. Oui. L'OMI apporte aussi son concours aux États riverains. Et l'OMI, de manière, je dirais, générale, procède par étapes. D'une part, elle procède par ce que j'appelle, moi, donc excusez de l'expression, la sécurisation par décongestion. Pourquoi décongestion? Parce que l'OMI participe avec plusieurs États, notamment les États riverains, dans des programmes régionaux, dans l'idée étant de créer des voies de contournement lorsque cela est nécessaire, afin de décongestionner les détroits et éviter justement les potentiels risques qu'il peut y avoir. Et, c'est le cas notamment, à titre d'illustration, des travaux de l'OMI en 2018 concernant la création de 6 nouvelles routes maritimes dans les détroits de Bering ainsi que de la mer de Bering au demeurant. L'OMI participe aussi dans la sécurisation des détroits à travers la reprise en son compte de certains travaux. Le dernier exemple en date, c'est la reprise par l'OMI à travers son comité de la sécurité maritime de la résolution des Nations Unies qui dit que pour espérer la fin des attaques par les rebelles houthis, il faudrait d'abord commencer par la source, c'est-à-dire respecter l'embargo sur des armes ciblées. Puisqu'on s'est rendu compte que les rebelles houthis ne fabriquent pas des armes. Donc, s'ils en utilisent, ces armes viennent forcément de quelque part. L'OMI encourage aussi les États dans la coopération pour la sécurisation de leurs détroits. Parce que tous les États n'ont pas forcément des capacités navales importantes pour sécuriser eux-mêmes leurs eaux. Donc, quelquefois, la coopération est utile. D'autant que cette coopération peut être pluriforme, je dirais, dans la mesure où il y a une coopération dans l'intelligence, donc la recherche des informations, une coopération des services de police, une coopération judiciaire et parfois aussi une mutualisation des moyens. Un exemple me vient à l'esprit, c'est l'exemple de l'Union européenne avec le programme AGNOR, qui avait été mis sur pied en 2020 et qui a pris fin, je crois, récemment, en début du mois de juillet dernier. Cependant, je dirais que pour être efficace, les coopérations doivent nécessairement être à la fois politiques, diplomatiques et militaires. L'expérience montre que les actions qui ont été purement militaires n'ont pas fonctionné. Et aujourd'hui, c'est en gros l'idée que l'OMI essaie de promouvoir auprès des États. Et le dernier exemple que je prendrai, et pour m'arrêter là et respecter le temps qui m'est imparti, c'est le projet de la mer Rouge. Dans le projet de la mer Rouge, qui est un projet monté par les 5 pays dont on a ce matin écouté l'excellente présentation de François Guizou, ces États se sont dit, on est un pôle névralgique, on a beaucoup de problèmes, mais on n'a pas forcément les outils nécessaires. On se met donc ensemble, on coopère et on met nos moyens en commun. L'OMI les accompagne d'une part de par son savoir-faire, mais aussi dans l'opérationnalisation de cet objectif. Pour l'instant, on ne sait pas encore si ça marche, puisque le projet il est tout nouveau, il a à peine 1 mois. Donc, on verra ce que ça donne à l'avenir. Et pour finir, je m'arrêterai là. Je dirais que la sécurisation des détroits pourra être efficace si les États riverains, les États concernés, interprètent et appliquent de manière fair-play le droit international. Parce que, vous savez, parfois, certains États se servent des failles
juridiques ou alors des failles de rédaction de certains textes pour en fait des interprétations qui, objectivement, ne sont pas positives. Et puis hier, on a eu un bel exemple par, comment il s'appelle, Monsieur Guillemin, qui nous a largement développé le conflit entre Iran et les États-Unis, donc l'interprétation de l'espace, comment je déploie ma marine, voilà. Donc pour moi, si vous voulez mon avis personnel, c'est ça, une interprétation fair play des textes. Merci.